Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui, effectivement, pour ce webinaire qui porte sur un retour d'expérience sur le projet de transformation, de modernisation de la gestion de la relation usagée de la ville de Roubaix. Je remercie Isabelle d'être à nos côtés aujourd'hui, adjointe au maire à Roubaix, qui nous partagera son retour d'expérience et son témoignage sur ce projet. Je remercie également Salesforce, notre partenaire éditeur qui, à nos côtés, a pu déployer cette solution à Roubaix. Et je vous propose de commencer par un petit tour de table. Je vous en prie, Isabelle. Bonjour à tous. Donc, oui, Isabelle Outrelon. Donc, moi, je suis 4e adjointe à la ville de Roubaix. Je suis également élue au niveau de la métropole européenne de Lille. Sur la commune de Roubaix, je suis notamment en charge de tout ce qui est propreté urbaine, espace vert, mais aussi un beau dossier qui est tout ce qui concerne donc le numérique et la relation usagée. Et voilà, élue depuis 5 ans. Et également sur des thématiques assez environnementales au niveau de la métropole. Merci beaucoup, Isabelle. Sarah? Oui, super. Bonjour à tous. Donc Sarah Léger, moi je fais partie des équipes Salesforce, donc dédiées au secteur public. Ça fait plus de 7 ans maintenant qu'on a vraiment une entité dédiée au secteur public pour adresser tous les challenges et les enjeux liés à ce secteur d'activité. J'accompagne les acteurs du secteur public tels que les collectivités locales, administrations ou autres dans leur transformation digitale en règle générale. L'objectif est vraiment de leur permettre de moderniser les services, d'améliorer la relation avec les citoyens et bien évidemment de gagner en efficacité grâce à une plateforme qui est unique, avec une vision large de 360 et de mieux connaître, mieux d'anticiper les besoins pour favoriser et la collaboration en interne et la connaissance de l'usager final et l'innovation aussi avec tout le sujet autour de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. Sarah. Merci. Donc, je vais me présenter. Donc, Gérald Boussard, je suis le directeur des opérations de l'activité Salesforce Niji. Donc aujourd'hui, pour situer la practice Salesforce, déjà on est présent sur l'ensemble du territoire français, Lille, Paris, Nantes, Angers, Rennes, Lyon et Nice, et également Bordeaux. On a une expertise multi-cloud avec une maîtrise aussi des verticaux, et en particulier donc public sector, évidemment, la partie média cloud et également les assurances. Voilà, donc il y a une practice marketing avec notre représentant Jonathan, à qui je passe la parole. Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Héra, je suis consultant Salesforce senior et moi j'ai accompagné la mairie de Roubaix sur toute la transformation digitale sur la brique marketing. À toi Léo. Merci beaucoup Jonathan. Léo Pouget, moi je suis responsable du secteur public chez Niji, je suis également maire adjoint en Bretagne d'ailleurs où a grandi Niji. Donc il y a 24 ans, la société a été créée et aujourd'hui est présente sur 8 sites en France. On accompagne des clients publics comme privés sur des projets de transformation technologique, et cela en reposant sur 3 métiers que sont le conseil, le design et la mise en œuvre technologique, ce qui nous permet finalement d'accompagner des collectivités, des acteurs, des ETI, des grands groupes sur des projets de transformation de bout en bout. Voilà pour les quelques mots sur Niji, mais je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, peut-être en commençant par le début de cette histoire que nous avons construit ensemble, avec un triptyque gagnant pour le projet de la GRU de Roubaix. Je suppose, Isabelle, qu'effectivement, ce projet est né aussi d'une volonté politique de moderniser, de transformer la GRC ou la GRU de la ville de Roubaix. Comment avez-vous aujourd'hui amorcé ce partenariat? Et en fait, au niveau de la ville de Roubaix, donc déjà c'est une commune importante puisqu'on a pratiquement 100 000 habitants, on est la deuxième ville derrière Lille dans le nord, donc voilà, il y a des choses à faire et c'est une ville riche dans plein de domaines. Et moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, donc en tant qu'adjointe, la particularité que je pouvais avoir, c'est que j'avais une ancienne casquette de CDO, donc la partie data, la partie aussi CRM, etc. C'est des choses que j'avais pratiquées voilà, dans ma vie professionnelle. Et moi, quand je suis arrivée, l'idée, c'était de se dire, en fait, pourquoi finalement, en tant que citoyen, on aurait une expérience
avec les collectivités moins bonnes que celles qu'on vit tous les jours avec les marques qu'on côtoie et qu'on aime avoir autour de soi. Et donc l'idée c'est de se dire comment on rattrape ce retard, parce qu'il y a un retard certain, que j'estime au moins une dizaine d'années entre les services publics et le privé aujourd'hui tel qu'il gère en tout cas la relation usagée. Et donc c'était de se dire comment déjà de faire un état des lieux, de voir comment aujourd'hui on adresse les citoyens et surtout vers où on veut aller à l'issue de ce mandat, alors qu'il l'issue arrive bientôt, quelques mois encore, mais on continue et on a des perspectives encore pour après. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, on a aujourd'hui une relation qui était gérée de façon très partielle et très cloisonnée. Et donc, comment on décloisonne tout ça? Comment on donne de la fluidité en fait dans cette relation usagée? Et surtout, comment aussi on permet d'être aussi en conformité, tout simplement au RGPD, parce que moi, il y a 5 ans, quand je suis arrivée, il y avait des données un peu partout sur nos citoyens. Donc, je vous avoue que j'ai eu un peu de sueur froide à l'époque sur ça. Et puis de se dire, finalement, si aujourd'hui un usager a un contact parce qu'il inscrit ses enfants au centre aéré, finalement, demain, si il doit s'inscrire sur une activité sportive ou sur un événement, finalement, il va redonner les mêmes infos qu'il a déjà donné X fois à la ville. Et donc, comment on crée en fait ce référentiel et comment on évite à nos citoyens de redonner X fois la même information au fur et à mesure de leur parcours avec leur ville. Très bien, merci beaucoup. Peut-être du côté de chez Niji, Salesforce, donc Gérald, Sarah, vous, votre vision sur ce lancement de projet? Alors, je vais prendre la parole. Merci Léo. Donc, nous, par rapport aux besoins de la mairie de Roubaix, la solution Salesforce, c'était une évidence parce qu'elle répondait vraiment de manière complète aux différents enjeux, que ce soit l'enjeu d'avoir donc un référentiel citoyen unique, mais aussi de pouvoir gérer les demandes, gérer les bénéficiaires, avoir aussi une solution qui soit responsive sur les différents médias, web, smartphone. Donc, ça, c'est le premier élément. En standard également, on a pu répondre avec une vision et avec une approche assez standard de Salesforce. On s'est aussi mis, nous, dans une logique quelque part de productifier et de développer une solution qui soit réutilisable pour les mairies. C'est aussi un peu l'objet de ce webinaire, c'est de montrer comment ce type de solution, elle est complètement réplicable, et c'était notre volonté avec la mairie de Roubaix de travailler dans ce sens-là. Après, ce qu'on doit noter au niveau du partenariat, c'est, je trouve, un fort sponsorship de la mairie de Roubaix, une forte implication qui s'est manifestée. On a pu mener en 1 mois un ensemble d'ateliers pour vraiment travailler sur les différents use cases, avec, on y reviendra, avec un enjeu fort pour déployer des premiers services pour la gestion d'échecs, été, activités pour les citoyens. Mais le fait d'avoir le sponsorship d'Isabelle, de la DSI, et d'ailleurs la DSI qui a participé au projet, puisque il y a une partie de la réalisation qui a été confiée à la DSI, et ça c'est aussi un atout. Déjà ça a un impact sur le budget du projet, ça permet de déléguer quelque part un peu d'activité côté mairie de Roubaix, mais aussi de leur permettre d'avoir une maîtrise sur la solution. Donc ça, ce sont des ingrédients qui ont fait que ce partenariat, et avec Salesforce qui était vraiment à nos côtés sur tout le projet, et avec le vertical produit qui répondait donc à ces enjeux, ça a été un réel atout. Je vais quelques éléments aussi à ça. Je pense aussi le point clé et l'élément qui est fort, c'est aussi cette relation tripartite entre le client, l'éditeur et l'intégrateur. C'est important dans la mise en place d'un projet qui est ces 3 parties prenantes au sein des différentes discussions, puisque c'est important d'avoir une solution qui réponde aux besoins, surtout au cas d'usage métier, mais surtout après d'avoir aussi le partenaire intégrateur qui va pouvoir mettre en place la solution au sein d'un écosystème existant. Parce que vous pouvez partir avec une super solution, si elle est mal intégrée ou à votre écosystème existant, ça va être compliqué. Donc le but, c'est vraiment d'avoir cette relation à 3 de force qui nous permet d'avoir des échanges qui sont constructifs, et nous de faire matcher en tant qu'éditeur aussi les bonnes solutions. Donc Gérald, tu as parlé du vertical qui est dédié secteur public. C'est aujourd'hui vraiment, à force de discuter avec les clients, à force de voir les cas d'usage métier, aboutir. Le but, c'est de faire sortir cette verticale qui est dédiée secteur public pour répondre à des besoins et de pouvoir l'adapter aussi aux différentes collectivités sur, par exemple, sur des aides et subventions
d'intervention ou d'autres types de cas d'usage métier. Donc vraiment de répondre à ça au global, bien sûr avec le client, qu'on puisse avancer main dans la main comme on l'a fait avec Roubaix. Donc on comprend, si je synthétise, que effectivement la dynamique de la GRU, en tout cas de ce nouveau souffle donné à la GRU de Roubaix, en fait, c'est nourri d'une vision qui est partagée entre la ville, bien évidemment, l'éditeur et l'intégrateur. Si on rentre un peu dans le concret, quels sont aujourd'hui les objectifs stratégiques qui se sont affirmés à travers l'évolution de ce projet, et comment s'est construit la suite? J'aurais juste rebondir, on parlait de sponsorship et on a oublié aussi un grand sponsor qui est le maire. Donc je veux le souligner parce que c'est vrai que ça a été aussi, voilà, il m'a fait confiance et il nous a fait confiance aussi sur le sujet. Et je tiens encore une fois à le remercier. Et rebondir aussi parce que j'ai vu plusieurs fois le mot partenariat. Et ça vraiment, moi, c'était un mot hyper important en fait dans les début, parce que quand on est sur un sujet où on défriche un peu voilà, des choses comme on l'a fait là depuis quelques mois, effectivement, moi je cherche pas quand c'est ça juste des prestataires ou des fournisseurs encore moins, mais il faut vraiment qu'on soit dans cette logique de partenariat. Alors là en plus tripartite, donc c'est encore plus fort parce qu'effectivement c'est vraiment la clé aussi du succès. Donc je insiste dessus parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il fait aussi la réussite du sujet. Donc je clôt la parenthèse, mais j'y tenais. Effectivement, sur ce point, donc on a parlé de ce référentiel citoyen unique. Pourquoi c'était important? Parce qu'en fait, avant, chaque service, finalement, pouvait déployer des solutions X ou Y pour gérer voilà, voilà, le paiement, par exemple, pour la cantine, d'autres sujets pour les centres aérés l'été, d'autres pour la culture. Et en fait, chacun travaillait dans son coin, alors faisait certainement des trucs super, sauf que rien n'était interconnecté. Comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, finalement, on reprend à zéro quand on est citoyen et on repart à zéro dès qu'on recontacte un nouveau service dans la ville. Et puis surtout, effectivement, ça fait qu'on disperse aussi un peu ces infos et ces données partout et que concrètement, même au niveau de la DSI, on n'avait même pas forcément une cartographie ultra claire de tout ce qui existait, de comment c'était interconnecté ou pas. Donc, bon, évidemment, les warnings qui s'allument de partout, mais surtout de se dire comment on repart du citoyen. D'ailleurs, on a interrogé les services, mais on a aussi interrogé des citoyens dans leur démarche en fait administrative pour aussi en profiter pour faire évoluer certains de nos process. De se dire, ce citoyen déjà, il habite quelque part et c'est super important demain de pouvoir aussi, par exemple, communiquer de façon ciblée sur le quartier X ou Y parce qu'il se passe voilà, un événement dans ce quartier et si je suis à l'autre bout de la ville, ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Donc tout ça, on ne savait pas le faire demain, même dès aujourd'hui, on sait le faire. Donc ce côté sectorisation, c'était un élément aussi hyper important. Et de se dire, finalement, on a besoin aussi de mesurer. Enfin, moi, encore une fois, venant de la data, on ne progresse que ce sur quoi on sait mesurer les choses. Et donc, finalement, on avait parfois des actions, alors qu'on supposait positives parce qu'elles avaient un certain succès, mais alors combien ça avait coûté au final, combien on mettait dans le budget la fois d'après en fonction de ça, etc. Honnêtement, c'était parfois un petit peu au doigt mouillé, donc on ne va pas se le cacher. Donc il y a certaines opérations qu'on arrivait plutôt à bien piloter, et puis d'autres où effectivement on n'avait pas forcément cette notion de mesure et d'amélioration continue, là aussi sujet qui me tient à cœur. Et alors en plus, on est sur de l'argent public, donc on a aussi cette responsabilité de chaque euro investi doit aussi avoir un effet pour le citoyen. Donc cette traçabilité plus ces X infos, alors je n'ose même pas dire base de données parce que parfois c'était des fichiers Excel au mieux. Donc voilà, donc l'idée c'est comment tout ça en fait on le centralise, comment on en fait quelque chose de solide, de cadré aussi, ne serait-ce que par rapport à la RGPD. Et du fait, on s'est dit, finalement, on va utiliser des moments un peu stratégiques dans la vie du citoyen. Et donc, nous, notamment, on a 2 campagnes super importantes donc, qui ont lieu en été et à la rentrée, qui sont ce qu'on a, alors ça existe depuis déjà 4 ans, ce qu'on appelle les chèques été, les chèques activités. Le principe, c'est quoi? C'est que on donne en fait à chaque famille l'équivalent de 50 €, donc 50 € pour l'été plus 50 € pour la rentrée scolaire.
Les 50 € de l'été peuvent servir à financer donc soit des activités en plus du centre aéré, soit des associations, des sorties à la piscine, etc., etc. Donc voilà, et donc c'est sans condition de revenu et sans filtre aucun. Donc du moment que vous avez des enfants dans une certaine tranche d'âge, ils ont le droit en fait à ces chèques. Et même chose à la rentrée où on repropose en fait ce chèque également pour notamment voilà toutes les inscriptions en club donc sportifs, activités culturelles et autres au moment de la rentrée pour les enfants. Donc on a ces deux distributions. Donc je dirais que là c'était un peu une période importante parce que finalement c'est l'intérêt du citoyen puisqu'on lui donne de l'argent là pour le coup. Donc mais encore une fois ça existait déjà. Et comment ça se passait? C'était qu'en fait, avant, c'était vraiment presque un chèque physique. Donc, les personnes prenaient rendez-vous, venaient en mairie, récupéraient ce chèque, allaient ensuite dans l'association, donner ce chèque, et l'association devait reverser ces chèques à la mairie. Donc, vous voyez un peu le circuit que ça pouvait représenter. Donc là, l'intérêt, c'est que donc ça a lieu tous les ans. Donc on sait aussi que c'est un événement qui, au fur et à mesure, va enrichir la base. On cible aussi des familles avec enfants. Et donc, au lieu de rentrer une personne dans la base, tout de suite, on en rentre minimum 2, 3, voire 4, voire plus. Donc c'est l'intérêt aussi. Et donc, c'était vraiment un moment un peu stratégique qu'on voulait utiliser sur cette année en particulier pour vraiment lancer cette partie de référentiel citoyen unique. C'est très clair, vous avez parlé de déciloter, vous avez parlé de mesurer aussi effectivement l'impact de vos dispositifs et des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Peut-être là-dessus, de manière là encore une fois très concrète, comment on peut décrire aujourd'hui la réponse finalement de Niji en 3 temps pour répondre à ces objectifs? Donc là, je vais prendre la main. Merci Léo. Donc la réponse apportée par Niji et Salesforce à la ville de Roubaix s'est déroulée en 3 temps. Donc premièrement, on a structuré la base de données en travaillant conjointement avec la DSI, comme le soulignait Gérald tout à l'heure, pour centraliser toutes les informations issues des téléservices. Cette base unifiée offre vraiment une véritable vue à 360 degrés sur les usagers et aussi les professionnels, et même associations. Et ça constitue vraiment le socle de la transformation digitale. Ensuite, nous avons lancé des campagnes ciblées, informer les habitants de la transformation des services, enrichir la base de contact et aussi, on va dire de manière indispensable, obtenir leur consentement. Ces campagnes renforcent vraiment la proximité avec les Roubaisiens et posent les bases d'une relation vraiment personnalisée, comme Isabelle le soulignait. Enfin, en mai de cette année, nous avons lancé l'ouverture du portail de demande de chèques été et activité. Donc ça, c'était la première étape concrète de la dématérialisation. Ce portail simplifiait les usages, les démarches avec les parents. Ça permet de récupérer de manière plus fluide les informations sur les bénéficiaires, donc en l'occurrence les enfants. Et ça s'est accompagné d'une campagne qui a été lancée auprès de la mairie, de QR code déployés dans toute la ville et sur certains supports de communication pour vraiment maximiser l'adoption de ce lancement de campagne. Donc vraiment, ça a été un projet conduit par étapes qui vraiment illustre toute la complémentarité entre la mairie de Roubaix, Salesforce et Niji pour une meilleure transformation digitale et maîtrisée. Merci, Jonathan. Je crois que tu as une petite vidéo pour montrer de manière très précise et concrète les éléments. Donc là, ça marche. Donc dans cette démonstration, on distingue tout le potentiel de la solution marketing. Donc depuis le site internet de la ville de Roubaix, l'usager accède à une page web contenant un formulaire ergonomique conçu pour une expérience vraiment plus fluide et rapide, que ce soit sur ordinateur ou mobile. Donc l'usager peut renseigner différentes informations, son adresse email, sa date de naissance, son numéro de téléphone et aussi vraiment son adresse postale qui peut être renseignée de manière automatique s'il est déjà connu en base. Il peut aussi ajouter ses préférences en termes de services proposés par la mairie et aussi, la chose la plus importante, son consentement pour recevoir les différentes communications. Donc, toutes ces informations sont directement versées dans le CRM de la ville de Roubaix. Donc, résultat, la mairie a une connaissance totale de ses usagers afin de vraiment mieux personnaliser la communication et les services proposés. Merci beaucoup. Peut-être repasser la main à côté ville de Roubaix. Est-ce que vous avez observé, quels sont les bénéfices que vous avez observés de manière assez rapide et immédiate suite à ces différentes initiatives
aussi bien finalement du côté des usagers, mais aussi des services. Est-ce que là-dessus, Isabelle, vous souhaitez nous dire deux mots? Je voulais aussi préciser, parce que certains nous ont rejoints, que vous pouvez poser des questions sur le chat et on pourra les prendre de manière interactive. N'hésitez pas. En fait, je dirais, on a été surpris très agréablement, je dirais, parce que je ne vous cache pas, quand on appuie sur le bouton pour lancer, on s'est dit, bon, comment ça va se passer? Et pour vous dire, on avait même laissé la possibilité de toujours utiliser les fameux chèques papier pour se dire, bon, si vraiment ça bloque pour certains, on aura les deux solutions, et puis on accompagnera les gens petit à petit, et puis peut-être qu'il faudra 1 an ou 2 pour que finalement tout le monde bascule. Finalement, on n'a pas donné de chèque papier. Et alors ça, c'était quand même la première surprise, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 adhésions. La première, et ça, c'est aussi le travail de proximité qu'a fait Raphaël Diritz, qui est le chef de projet sur le sujet, vraiment d'embarquer en fait les équipes de la mairie, d'expliquer, d'être pédagogue, d'expliquer les avantages pour le citoyen, etc. Et en fait, vraiment, il y a une appropriation par les équipes de cette solution, en comprenant bien les bénéfices et pour eux en termes de temps passé et pour les citoyens pour toutes les raisons qu'on va évoquer. Et donc, moi, j'étais vraiment surprise parce qu'on peut se dire, finalement, effectivement, parfois les services publics peuvent être plus lents sur certains sujets. Par contre, c'est là qu'on se rend compte qu'au contraire, le mot service public prend tout son sens et que quand les agents ressentent qu'effectivement on amène un vrai plus aux citoyens, il y a une mobilisation qui est incroyable. Donc vraiment, ça a aussi été finalement un moteur de fédération dans les équipes de la mairie. Évidemment, on a pu réduire le temps de traitement. Je pense qu'on y revient juste après, on rentrera un petit peu dans le détail. L'avantage aussi, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ça se fait sur mobile ou sur PC, finalement, n'importe qui peut commander ses demandes de chéquier n'importe quand, n'importe où. Donc, gros avantage, évidemment, aussi. Et puis, on commence justement à rendre cette base, à mieux connaître nos citoyens, et tout ça en fait ça permet effectivement d'aller plus loin puis de construire la suite, surtout parce qu'évidemment ça c'est que le début de l'histoire, mais on commence à avoir en tout cas de la donnée qualifiée, de la donnée qualitative et qui s'enrichit encore plus. Et je ferai juste là aussi une parenthèse, en fait l'avantage aussi de tout ça, c'est que le temps gagné sur les citoyens qui sont à l'aise avec le numérique et qui ont même pas posé de questions finalement, qui ont fait ça tout seuls et qui ont compris tout de suite le principe, le temps gagné en fait là-dessus, ça a permis aussi aux équipes en proximité avec les citoyens de mieux accompagner encore ceux qui à l'inverse sont plutôt en fracture numérique, et donc d'être vraiment côte à côte avec eux, de leur montrer, de créer leur compte, etc. Donc, moi, j'ai toujours le numérique, en fait, en particulier dans une ville comme Roubaix, qui a une configuration particulière, qui a plus de 100 nationalités sur la commune. Et bien, tout ça, ça fait qu'effectivement, il faut parfois un accompagnement particulier. Donc là, le temps gagné, finalement, grâce aux gens qui sont à l'aise avec le numérique, on a pu encore mieux accompagner aussi ceux qui le sont beaucoup moins. Donc moi, je trouve que c'est là aussi qu'on joue notre rôle de service public, en mettant tout le monde sur un pied d'égalité et en ayant un service vraiment qui soit bien adapté à nos citoyens. Et tout ça, ça s'illustre aussi du coup par effectivement. Oui, pardon. Ouais, t'es dispo ? Ouais. Ok. Alors, ah non, il y a quelqu'un qui avait son micro ouvert, je crois. Oui, donc tout ça aussi, ça s'illustre avec des chiffres concrets suite à la mise en place effectivement des différents dispositifs. Je ne sais pas si Gérald, tu peux passer sur la slide suivante. Oui, Léo, je voulais juste te dire quelques mots sur la brique technologique. Oui. Des points qui me paraissent importants, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, on pourrait imaginer qu'il faille redévelopper le portail de téléservice. Et je trouve que c'est un des avantages de la solution, c'est qu'on vient se plugger directement derrière un portail qui avait déjà créé la mairie de Roubaix. Et on sait que beaucoup de mairies maintenant, la plupart ont leur portail de téléservice. Donc cette solution, elle se veut quelque part, on n'a pas besoin de redévelopper tout son portail pour pouvoir bénéficier de ce type de service. On vient vraiment récupérer les informations derrière le portail. Ça, c'est le premier point. Derrière, on a mis un moteur de dédoublonnage
qui permet, dès lors qu'on lance des campagnes marketing, qu'on récupère de la donnée, d'éviter de dupliquer les informations et avec sur plusieurs contacts. Donc ça, ce moteur, c'est quelque chose de complètement réutilisable demain dans d'autres contextes. Et le portail usager, donc on a pu l'enrichir effectivement à côté avec le portail de bénéficiaires pour les bénéficiaires des chèques été et activités. Donc cette solution, je la trouve assez élégante en fin de compte dans ce contexte-là, sur sa capacité à être réutilisée facilement, et je le redis, sans avoir forcément à tout redévelopper à zéro. Voilà. Et passons aux chiffres. Oui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Isabelle, on voit que malgré certains freins, qui sont inhérents aussi à tout projet de transformation, hein, on a une résistance au changement qui peut aujourd'hui faire peur, mais finalement on voit qu'on arrive assez rapidement à des retours sur investissement, si on peut parler comme ça, même dans le secteur public, parce qu'on a un devoir aussi de service public et donc une attente forte de la part des citoyens, d'ailleurs de plus en plus importante. Donc on a aussi souhaité vous présenter quelques chiffres clés sur des dispositifs mis en place. Peut-être que vous pouvez toucher effectivement 2 mots sur la partie décaissement pour expliquer ce que Roubaix a mis en place et comment aujourd'hui la solution a permis d'articuler ce service auprès de la population. Alors oui, effectivement, en fait, moi je dirais c'est gagnant, gagnant, gagnant. Parce qu'effectivement, c'est gagnant pour les citoyens, c'est gagnant pour les agents et c'est gagnant pour la ville. Donc là, pour le coup, tout le monde y trouve son compte. Effectivement, nous, ça nous a permis donc déjà d'accélérer énormément les choses, puisque là où, donc encore une fois, la personne devait se déplacer au minimum 2 fois, prendre un rendez-vous. Le rendez-vous, il pouvait durer entre on va dire 15 et 20 minutes en moyenne, récupérer les pièces, vérifier, etc., etc. Les scans et les enregistrer dans le dossier en question, etc. Bon, voilà, je vous passe toutes les étapes. Mais en tout cas, déjà, on évite aux citoyens de déplacement. On évite, il a cette liberté à n'importe quel moment, encore une fois, de pouvoir faire sa demande. Et ensuite, il reçoit automatiquement ce chèque qu'il va pouvoir transmettre à l'association qu'il aura choisie. Donc, en fait, tout ça, ça se fait maintenant de façon ultra fluide. L'association en elle-même, donc en fait, il y a un 4e gagnant, c'est les associations, j'en oublie un, parce qu'effectivement, donc on a aussi enregistré toutes les associations, et là où aussi elles devaient récolter les chèques, nous les ramener en mairie, se faire rembourser, etc., là aussi, aujourd'hui, c'est complètement transparent, et donc ils n'ont plus, en fait, toutes ces démarches à faire. La seule chose, c'est qu'on doit les enregistrer au début, mais voilà, et en plus, maintenant que c'est fait, on aura juste une mise à jour à faire pour les prochaines campagnes, et c'est tout. Donc là aussi, un gain de temps. On a estimé, en fait, parce que je vous parlais justement de ces temps de rendez-vous, etc., qu'en gros, on a économisé 100 jours de temps off finalement sur une période courte, parce que la distribution, elle se fait notamment sur les chèques été, on va dire en gros sur un mois, on va dire un peu plus, mais en tout cas, c'est principalement pour le premier mois qu'il y a pas mal d'interactions. Donc ça, c'est intéressant. En plus, on voit qu'on arrive en fait à ce qu'il y ait une meilleure utilisation aussi des chèques, puisque on a vu en fait qu'en termes de décaissement, là aussi, les choses se font plus rapidement. Et surtout, donc les 11 000 et quelques foyers qui ont été créés en fait grâce à cette action, c'est super parce qu'en fait c'est pas 11 000 personnes, c'est 11 000 foyers, et derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être 2, 3, 4 personnes, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on a cartographié entre, on va dire, 30 à 40% de nos fameux 100 000 habitants, donc en une seule campagne. Donc clairement on a vraiment, moi je considère que c'est un succès, parce que si tous les industriels pouvaient qualifier 30% de leurs clients en un mois de campagne, je pense qu'ils s'y poussent. Hein. Et donc voilà, clairement beau succès. Et puis encore une fois, efficacité pour tout le monde, gain de temps, petit bilan carbone meilleur, parce que moins de déplacement aussi. Hein. Et donc tout ça, ça permet justement de fluidifier et puis d'apprendre aussi pour la suite encore mieux comment on va aborder les choses, parce que le double effet qui se coule en génération
génération 70-80. Mais cet effet-là, c'est surtout que demain, les citoyens qui vont redemander des chèques été, chèques activité l'année prochaine, ils sont déjà enregistrés aussi. Donc en fait, même le tout petit temps qu'ils ont pris pour créer en fait ce compte cette fois-ci, l'année prochaine, non seulement on va pouvoir leur envoyer un mail en leur disant voilà, vous en avez bénéficié, la nouvelle campagne commence, etc. Mais en plus, leurs informations, ils auront juste à vérifier que tout est à jour. Et encore une fois, ce sera encore plus rapide. Isabelle, on a Madame Sabi de la ville de Lorient qui demande si du coup l'usager aujourd'hui de la ville de Roubaix a-t-il un seul compte usager pour toutes ces démarches en ligne par rapport à ces démarches auprès de la collectivité ou pas? Alors, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, l'idée, c'était de créer cette base, déjà, ce référentiel. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure du projet, on puisse venir rebrancher toutes les solutions dont je parlais tout à l'heure et qui existent au travers de la ville. L'idée, c'est effectivement, au fur et à mesure des sujets, des projets, de venir les rattacher, en fait, à cette base et qu'on soit beaucoup plus efficace demain, effectivement. Merci beaucoup, c'est très clair. On a souhaité par la suite faire un zoom aussi effectivement sur la mise en place de campagnes de communication auprès des administrés grâce à Salesforce. Et donc là, je vais laisser la main à Jonathan pour nous expliquer donc l'ouverture de ce nouveau canal de communication de la ville vers le citoyen. Ouais, merci. Donc, comme tu disais, la relation aux usagers s'est digitalisée grâce à l'email, l'email personnalisé. Donc, on a envoyé quelques campagnes durant ce début d'année, durant 2025, pour partager, on va dire, les informations clés de la ville, pour aussi relier des événements et des alertes potentielles, mais aussi proposer des services adaptés aux besoins de chaque citoyen. Grâce au formulaire, on va dire, intégré via l'email, on pouvait aussi établir vraiment une relation de proximité pour aussi collecter aussi de l'information et qualifier à juste titre la base de données et rajouter un peu plus de contexte aux différents foyers, donc notamment la partie bénéficiaire, la partie association, la partie aussi CCAS. Et toutes ces informations sont vraiment précieuses pour vraiment mieux connaître et mieux personnaliser les communications de demain. Et là, j'ai mis quelques chiffres. Les résultats sont là. On a des communications qui performent. On a en moyenne plus 15 points sur le taux d'ouverture et plus 2 points sur le taux de clic par rapport à la moyenne constatée dans le secteur public. Clairement, je souligne encore, ça a été vraiment un succès d'un point de vue gestion de campagne marketing côté Roubaix. Je laisse la main à Gérald sur les perspectives. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait difficile de parler de projet de transformation sans parler d'intelligence artificielle. Et pour ça, effectivement, Roubaix a travaillé sur un cas d'usage très concret aussi, sur notamment la permanence de Monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dispositif? Oui, en fait, donc on a une permanence tous les mois. Alors menée par le maire, le cabinet du maire, et à chaque fois il y a, on va dire, 5 ou 6 élus qui sont mobilisés. L'idée, en fait, c'est que on puisse recevoir les citoyens qui ont une problématique particulière et généralement, c'est un moment particulier parce que généralement quand ils arrivent là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes. Alors, soit ça peut être lié à la mairie, mais parfois on sait que ça peut être aussi les méandres des services publics qui fait qu'ils n'ont pas eu de réponse. Et donc, on arrive un peu en bout de course en disant, la personne, l'habitant, il a essayé plein de solutions, il n'a pas trouvé de réponse à son problème. Et donc, on a toujours ce recours de la permanence du maire. Pendant cette permanence, effectivement, on va répondre à leurs questions, on va mettre en place des choses pour essayer de débloquer leur situation. Aujourd'hui, en fait, donc les personnes peuvent on va appeler directement le cabinet, on va leur proposer un créneau de rendez-vous, et donc tout ça c'est fait de façon assez artisanale encore, parce qu'effectivement c'est de l'appel, de la prise de rendez-vous classique, et puis de l'organisation d'agenda tout simplement. Là l'idée c'est de se dire déjà comment notre site web peut déjà mieux répondre peut-être à certaines interrogations récurrentes en fait des citoyens. Et parfois, on se rend compte qu'effectivement, on a des appels qui concernent des sujets où l'info elle est publique, elle est connue et normalement elle est simple d'accès, mais pas tant que ça.
Et puis surtout, dans cette logique en fait de permanence du maire, je dis un peu, c'est un peu le Doctolib de la permanence, c'est-à-dire qu'on puisse aussi donc gérer cette prise de rendez-vous, que ce soit simple, que ce soit fiable. Aujourd'hui, par exemple, on gère du rendez-vous physique, donc les personnes viennent dans notre bureau, mais c'est vrai que pendant le Covid, par exemple, on l'avait fait en visio. Peut-être que demain, avoir des solutions mixtes, en fait, ça pourrait être intéressant. Donc tout ça, c'est ce qu'on est en train d'explorer pour faire évoluer là aussi cette permanence. Merci beaucoup. Peut-être, Sarah, est-ce que tu veux dire un mot sur AdgenForce Exactement, j'allais rebondir un peu sur les propos d'Isabelle. Ce qui est important en fait de voir, c'est que avec Salesforce, on a vraiment cette ouverture vers l'innovation et vers l'intelligence artificielle en règle générale. AdgenForce, alors c'est le terme très Salesforce, mais pour que vous ayez plus d'informations, c'est plus de l'agent IA, donc tout l'air agentique qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Le but, c'est de vraiment créer des agents IA pour différents types de cas d'usage métier. Ça peut être des cas d'usage métier en interne pour aider les agents au quotidien à répondre aux demandes, à créer des emails, etc., à contextualiser, à personnaliser et donc leur faire gagner du temps. Et puis des cas d'usage aussi métier, mais poussés vers le citoyen, comme le disait Isabelle, de répondre plus facilement à des questions en langage naturel sur des sources de données, soit du site internet, d'une base de connaissances, ça peut être même d'informations publiques ou autres. Donc le but, c'est vraiment d'aider les agents au quotidien, d'aider les usagers au quotidien pour, j'allais dire, augmenter la productivité, augmenter la pertinence et donc d'avoir une meilleure qualité de service en règle générale. Donc, c'est vraiment un agent qui est dédié sur différents types de cas d'usage métier. Et le but avec Salesforce, Niji et le client, c'est vraiment de comprendre ces cas d'usage-là, ces besoins pour qu'on puisse nous l'adapter en fonction de vos besoins. Ouais. Merci. Gérald, tu voulais rajouter quelque chose ou on peut donc... ouais. Bon. Je compléterai au niveau de la conclusion. Petite question. Ouais, tout à fait. Donc, on arrive effectivement à la fin du webinaire. On va essayer d'être le plus synthétique possible pour vous laisser aussi l'occasion de nous poser des questions. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes connectées. Donc, merci déjà encore de votre présence et de votre temps. Donc, on le sait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est à l'heure où finalement le citoyen est de plus en plus demandeur, voire exigeant, à l'image on le voit nous dans nos projets, que ce soit avec le public ou le privé, que le client a des attentes élevées, de plus en plus élevées auprès de ses prestataires. On voit bien donc sur le secteur public, la partie de la GRC, GRU échappe pas aussi à cette volonté d'avoir un service public qui soit accessible. La GRU devient finalement un véritable enjeu de transformation et de modernisation de l'action publique. Et on l'a vu à travers le témoignage d'Isabelle, c'est un levier majeur aujourd'hui d'innovation pour valoriser les politiques publiques mises en place au sein de la collectivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des résultats qui sont concrets, directs, palpables, dans un temps qui semble quand même très court à l'échelle des circuits de décision des collectivités. On le voit qu'il y a une adhésion qui peut être rapide des citoyens, une adhésion qui peut être rapide aussi de la part des agents, le tout avec la pédagogie nécessaire, les ateliers, le travail, que ce soit avec la ville, avec l'éditeur, avec l'intégrateur, et dans une logique de partenariat, comme l'a rappelé Isabelle, pour aller vers une efficacité opérationnelle au sein de la ville et une meilleure lisibilité des services publics pour les citoyens. Voilà un peu en essayant de résumer un peu l'essence de ce retour d'expérience aujourd'hui. Je ne sais pas si Isabelle, vous voulez avoir un petit mot pour conclure avant de passer aux questions-réponses s'il y en a. Merci. Moi, je voudrais ressouligner justement ce côté très fluide et cette écoute en fait qu'on a eu chez Salesforce et chez Niji pendant toute cette partie de développement, et c'est pas fini. On voit qu'on a encore quelques sujets sur le feu, donc l'histoire continue évidemment. Et puis c'est aussi justement on grandit ensemble en fait avec des cas concrets. Et c'est vrai que l'un alimente l'autre, donc ça c'est ce qui est super intéressant aussi, parce que régulièrement on a des échanges, notamment avec Salesforce, mais aussi en partie avec Niji, sur voilà ce qui se passe ailleurs dans d'autres collectivités. Et donc tout ça en fait ça nous permet aussi d'enrichir aussi la réflexion et puis d'ouvrir de nouveaux sujets comme ça a été le cas là récemment. Donc c'est vraiment cette idée d'amélioration continue et de se dire c'est un sujet passionnant.
On a la chance finalement que le privé ait défriché le sujet pour nous. Par contre, il faut bien l'adapter au public et on voit que le service public, c'est pas forcément la même histoire. Mais en même temps, moi je dis si les impôts ont réussi leur révolution numérique et relâché les citoyens, je pense que tout le monde peut y arriver. Et je pense qu'on se souvient tous, il y a une dizaine d'années, la galère que c'était de contacter les finances publiques et d'avoir des infos, etc. Et aujourd'hui, bon, alors après, à la fin, on paye toujours la même chose, hein, mais n'empêche que ça se fait de façon plus fluide. Et au moins, on n'a plus de sujet d'insatisfaction, mais comme quoi, même un service public qui est certainement pas le plus souple, a réussi, donc pourquoi pas nous, qui en plus avons la chance d'avoir cette grande proximité avec nos habitants. Donc merci à vous. Et puis tout à l'heure j'ai cité Raphaël, mais j'ai pas cité Dimitri Manchuel, qui est mon DSI et qui là aussi a beaucoup mouillé la chemise sur le sujet aussi. Donc je voulais le saluer également. Merci beaucoup Isabelle. On a une petite question qui concerne l'actualisation des données. Est-ce que le citoyen aujourd'hui a la possibilité de mettre à jour ces données ou est-ce que ça se fait de manière, disons, ça ne se fait pas encore de manière autonome? Comment aujourd'hui le citoyen a-t-il la possibilité de pouvoir actualiser ses données de foyer, etc., sur la solution? La question, c'est que… Voilà, la question de Lise, c'est de savoir si aujourd'hui, on peut imaginer que les citoyens aient la possibilité de mettre à jour à tout moment leurs données de foyer, ou est-ce que effectivement les mises à jour se font principalement dans les moments clés évoqués de l'année lors de la remise des chèques? C'est la question de Lise. C'est aux différentes inscriptions, ça se raccroche aux différentes campagnes d'inscription. Quand les campagnes de chaque été, chaque activité se relancent, nous on rend un formulaire pour requalifier la base de données à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu sur chaque lancement en fait, chaque année. D'accord, donc c'est les deux moments clés, voilà. dont on… Ok, d'accord, c'était pour avoir un ordre d'idée de la fréquence, mais d'accord. En fait, on a cette fraîcheur de données et encore une fois, aujourd'hui, on a lancé ces deux sujets-là, mais demain, il y a d'autres idées aussi qui vont venir compléter. Donc, il y aura des points de contact aussi plus nombreux sur l'année. Donc, avec l'occasion effectivement de modifier. Et puis, par contre, évidemment, là je reprends la casquette RGPD. Par contre, tout ce qui est validation, suppression des données si la personne, etc. Ça, évidemment, maintenant, on est totalement conforme avec ça. Et et donc ça se fait immédiatement, comme dans le process classique qu'on connaît, quoi. Et je voulais juste rebondir sur cette question-là, puisqu'effectivement, il y a les campagnes marketing. Mais étant donné que d'autres systèmes sont interconnectés à cette base unique, dès lors que l'usager fait une mise à jour sur un des autres systèmes, par exemple au travers d'une demande, et que ça remonte dans la base Salesforce, évidemment, l'information est aussi mise à jour. Alors effectivement, les campagnes permettent d'essayer de mettre à jour un peu tout le monde, mais au fil de l'eau, une personne qui fait une demande, par exemple d'état civil, ce genre de choses, on lui demande de requalifier sa donnée au moment de sa demande, et donc ça redescend dans le système. D'accord. Voilà. Et dans la continuité de cette question, finalement, sur l'actualisation des pièces et des données, Madame Landrodi demande effectivement si cette création de référentiel citoyen unique, si on peut l'appeler comme ça, a conduit à supprimer d'autres fronts de la ville, par exemple portail famille, portail asso, site piscine, portail culture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette logique et vous avez d'ailleurs réorganisé du coup un peu le SI sur cette base-là? Alors, c'est la logique, en tout cas, effectivement, c'est l'objectif final. Après, ça va se faire step by step parce qu'on ne peut pas tout débrancher, vous en doutez facilement. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, c'est d'aller vers ça, hein, concrètement. Je vous rejoins totalement parce que comment dire, voilà, je pense qu'il y a la réponse technique qui arrive derrière entre-temps, j'ai vu. Mais complètement, l'idée, c'est effectivement d'aller vers ça, mais je dirais step by step parce que voilà, soyons prudents parce que parfois en plus c'est des sujets qui sont comment dire, qui peuvent être sensibles en fait sur certaines données et tout, donc on y va par étapes, mais en tout cas de façon déterminée. Je ne sais pas si vous devez être l'un des deux peut-être intervenir sur l'architecture. C'est plus Yann, si tu veux intervenir, Yann. J'ai vu que tu étais… Ouais, ok.
Donc le but effectivement d'avoir Salesforce et d'avoir cette vision unique du citoyen se fait évidemment par l'intégration de différents services, comme on le voit sur la gauche. Déjà toute l'intégration finalement des demandes téléservices historiques qui sont accessibles par le site web de la ville. Donc intégration par API dans des demandes, puisque la plupart des téléservices concernent des demandes citoyens. On a aussi tout ce qui est ce qu'on appelait en bas Experience Cloud, qui sont donc là les demandes de pass et de chèques. Donc c'était les premières briques qu'on a pu mettre en place dans Service Cloud, dans Experience Cloud, pardon. Mais le but, effectivement, c'est d'amener de plus en plus de services directement au sein de Salesforce. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une application mobile pour faire les signalements. Et là aussi, ça va se déverser dans Salesforce. Alors le but de tout ça est de centraliser finalement l'import des données dans un seul et unique objet qui contient des demandes et aussi des informations de l'usager ou d'association aussi, hein, ça peut le faire, et d'avoir un moteur de dédoublonnage pour ensuite essayer de retrouver dans Salesforce une personne au travers d'un certain nombre de règles afin d'éviter les doublons et de mettre à jour la donnée. Donc, comme l'a dit Gérald, l'idée c'était d'avoir un peu un moteur assez générique et évolutif, et qui soit aussi à la main de la mairie de Roubaix pour pouvoir affiner plus tard les règles au fur et à mesure des interconnexions avec d'autres systèmes, mais aussi du mapping entre la table qui sert à importer les données et les objets cibles, comme par exemple la personne morale. Donc tout ça, ça permet d'être géré sur du paramétrage. Donc on a vraiment développé un moteur vraiment très générique qui se base sur énormément d'éléments de configuration. Donc demain, s'il y a un nouveau champ, si on veut affiner les règles, c'est tout à fait possible de le faire. Un administrateur le fait. Par exemple, Dimitri, qui était sur le projet, pourrait très bien le faire. Et c'est ça qui est intéressant et qui permet cette évolutivité au fur et à mesure. On a fait évidemment la même chose sur Marketing Cloud, qui déverse aussi les formulaires, les réponses aux formulaires au même endroit, et qui permet de rajouter de créer des personnes et aussi de les rajouter dans des campagnes automatiquement. Merci Yann. Merci Yann. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a parlé principalement usagers, mais on a parlé un peu des associations aussi, voilà, qu'on a maintenant aussi enregistrées dans les informations. Demain, on peut imaginer critériser les commerçants aussi pour les cibler particulièrement sur des campagnes et des informations qu'on souhaite leur faire, etc. Les entreprises, etc., etc. Donc là aussi, on a commencé par le socle qui est l'habitant. Sans lui, on peut pas faire grand-chose. Mais l'idée, c'est aussi de qualifier plus largement tous les intervenants de la ville, quoi, finalement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore le webinaire? Je crois qu'on arrive au bout, en tout cas, de cette première liste, enfin de la liste de questions. Je voulais, en attendant les questions, je voulais juste ajouter un mot. C'est on aurait pu se poser la question de l'adoption aussi de la solution, mais côté agent de la ville. Et ça a été aussi une bonne surprise. Alors, il y a eu un gros travail de Raphaël, hein, j'ai une pensée pour lui qui est sur son vacances. Mais voilà, ce travail, il a vraiment permis, je pense, derrière d'avoir aussi des agents au niveau de la ville de Roubaix qui sont très très rapidement montés sur la solution. Et ça, c'était aussi une bonne surprise. Tout à fait. Et ils étaient preneurs aussi de nos formations pour les montrer en compétences. Ça, c'était intéressant aussi. Oui, puis ça va au-delà de la DSI, parce qu'effectivement, donc il y a le pilotage du projet, il y a la DSI, donc il y a les autres services, il y a les guichets, en fait, les différents guichets de la ville qui ont été mobilisés. Il y a la communication aussi qui se dit, tiens, c'est un nouvel outil aussi qui peut nous permettre de faire d'autres choses demain, peut-être plus de choses même, évidemment, que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que les interactions sont pas les mêmes, parce que le ciblage est beaucoup plus précis, etc., etc. Donc vraiment, on a cet effet un peu boule de neige aussi, mais encore
une fois, c'est normal, il faut montrer patte blanche, il faut montrer que ça fonctionne. Là, pour le coup, cette campagne d'échecs, ça a été un beau succès, et donc ça donne encore plus envie de déployer dans la ville au fur et à mesure. Eh bien, c'était, je pense, le mot de la fin. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toutes et tous. Je vois qu'il y a des villes qui ont déjà Salesforce, qui se sont connectées. Je pense à Neuilly, ici les Moulineaux. On va vous envoyer bien évidemment le lien d'enregistrement de ce webinaire si vous voulez le transmettre à vos collègues on va vous l'envoyer là dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à revenir vers nous et je vous souhaite du coup une très bonne après-midi.